Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les mécanismes qui sont dans le langage lui-même. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu les mécanismes utilisateurs, définir des coroutines. Nous avons vu les mécanismes plus experts pour commencer à voir comment on pouvait implémenter des boucles. Maintenant, nous allons voir le contenu de la librairie Async.io. Et pour ça, nous allons commencer par la boucle d'événements. Donc, je vais importer Async.io. Donc, avant de commencer, je vais utiliser dans cette vidéo un certain nombre d'utilitaires. En fait, un tout petit utilitaire très simple. J'ai deux fonctions qui s'appellent Start Timer et Show Timer. Je vous les montre en action. Le principe, c'est juste de pouvoir mettre un tag au moment où je démarre l'expérience. Puis ensuite, avec Show Timer, je vais pouvoir vous montrer exactement le temps qui s'est passé depuis le début de l'expérience. Donc, c'est extrêmement simple. Donc je vous rappelle que dans le tout premier exemple, nous avons vu déjà une boucle, bien entendu, et on avait utilisé pour ça une fonction qui s'appelle Run Until Complete. Donc c'est une fonction qui prend exactement un argument, et on l'avait utilisé pour faire du parallélisme en conjonction avec async.io.gather, qui, je vous le rappelle, va se charger d'exécuter plusieurs tâches en parallèle et de nous retourner la liste des résultats. Donc il y a d'autres façons d'utiliser une boucle. Les mécanismes en question sont extrêmement simples, mais j'ai trouvé qu'ils étaient particulièrement mal expliqués dans la documentation, donc je vais vous sous-titrer quelques usages. Donc nous avons, je vais agrandir un petit peu, nous avons pour commencer une fonction dans le module Async.io qui s'appelle EnsureFuture, et sa fonctionnalité, ça consiste à rajouter un traitement à faire dans une boucle. Alors je dis traitement, on verra qu'en fait ça s'appelle une tâche, mais comme je n'ai pas encore expliqué ce que c'est qu'une tâche, il faudra essayer d'être générique. Donc c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser avant de commencer une boucle. Vous pouvez aussi l'utiliser en plein milieu de votre traitement. Donc, vous pouvez le mettre dans le code synchrone, vous pouvez aussi le mettre dans le code asynchrone. Une fois que vous avez rempli votre boucle, vous pouvez utiliser maintenant une méthode sur l'objet boucle qui s'appelle runForever, qui cette fois-ci ne prend pas d'argument, qui va travailler sur le contenu courant, c'est-à-dire en gros les traitements qui ont été ajoutés, et qui bien entendu donc suppose qu'on a au moins une fois utilisé EnsureFuture avant. Donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette fonctionnalité pour faire quelque chose qui ressemble à ce type de workflow, ce qu'on appelle un fork. C'est-à-dire j'ai une tâche qui se déroule et au plein milieu de la tâche, je veux rajouter un autre traitement dans la boucle. Donc pour faire ça, je vais commencer par me définir une coroutine que j'ai appelée C1, donc ça va correspondre à la toute première tâche. Cette coroutine, elle fait tout simplement un premier slip d'une seconde, et au bout d'une seconde, pour déclencher le fork, ce qu'elle va faire, c'est d'appeler EnsureFuture avec une deuxième coroutine, puis ensuite elle va de nouveau attendre une seconde, et elle va se terminer. Donc j'évalue ma coroutine. La deuxième coroutine, elle est extrêmement simple, elle se contente d'attendre 2 secondes. Vous avez vu que la deuxième coroutine, elle n'avait absolument rien à faire. Pour démarrer, donc là je vous répète, je n'ai fait que définir des coroutines. Pour démarrer, je vais ajouter la coroutine C1 dans ma boucle par défaut. Et pour exécuter le scénario, ce que je vais faire, donc je vais faire Start Timer pour qu'on ait une bonne vision de ce qui se passe. Et ensuite, je vais simplement faire un Run Forever sur la boucle. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais déclencher C1. Au bout d'une seconde, j'arrive à l'événement forking. Je démarre C2. Au bout d'encore une seconde, C1 se termine. Au bout d'encore une seconde, C2 se termine. Donc maintenant, ma boucle, comme je suis dans un mode de boucle sans fin, il faut que je l'interrompe. Donc dans cette session-là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer en gros une interruption clavier en interrompant mon kernel, puisque là je suis dans un autre boucle. Donc voilà une première utilisation de la boucle et de Run Forever. Bon, à ce stade-là, j'ai une boucle qui a servi, dans laquelle j'ai ajouté des tâches, dans laquelle j'ai fait des choses. Si je ne suis pas très sûr de l'état dans lequel est ma boucle, je vais utiliser la conjonction de deux fonctions sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Je vais créer une nouvelle boucle et je vais la déclarer comme boucle par défaut, puisque vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait EnsureFuture sans préciser aucune boucle. Donc quand j'ai fait ça, j'ai utilisé la notion de boucle par défaut. Donc on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, je vous demande de l'admettre. Et je vais vous refaire le même scénario qu'à l'instant, mais je vais vous montrer que je peux aussi, à la fin du scénario, plutôt que d'avoir à
interrompre moi la boucle parce que je sais qu'elle est terminée, je peux programmer le fait que le scénario est terminé. Et pour ça, je vais utiliser exactement le même scénario, simplement à la fin de C2, parce que moi je sais que c'est la fin de C2, je peux appeler une fonction synchrone. Ce n'est pas une coroutine, je n'ai pas fait await, je dis de manière impérative que la boucle doit se terminer. Et donc si j'évalue ce scénario, vous allez voir que je fais exactement la même chose. Donc je parle d'une boucle qui est vide, je lui rajoute une coroutine. Et lorsque je déclenche ma boucle, tout le scénario se déroule comme prévu. Et à la fin, on me rend la main, la boucle ne tourne plus, elle s'est arrêtée proprement. Bon, on va voir maintenant comment on peut mélanger un petit peu les deux mécanismes. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien utiliser ensure future pour ajouter des tâches, et ensuite utiliser run until complete. Donc, la sémantique elle est assez simple. On va voir un tout petit exemple. Donc je me réinitialise ma boucle comme je l'ai fait tout à l'heure. Je crée un tout petit utilitaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est de simuler un job qui prend un certain temps. Donc je vous rappelle que dans tous mes exemples, j'utilise la plupart du temps uniquement des slips. Dans la vraie vie, ce que vous allez faire, c'est des coroutines qui font des vraies choses. Bon, évidemment, le contenu de ce qui se passe entre le début et la fin de votre coroutine, ça va être lié à tous les événements qui vont avec la requête HTTP. Tout ça va fonctionner de la manière qu'on a décrite depuis le début. Donc, encore une fois, ne vous bloquez pas sur le fait que je fais des slips. Dans votre tête, imaginez que vous avez simplement un traitement avec plein de petites opérations qui vont se dérouler normalement. Donc, ce qu'on cherche à démontrer ici, c'est la logique d'exécution de la boucle. Donc, sur la base de cet utilitaire, je vais me définir deux petites coroutines, une longue et une courte, donc une qui prend 1 seconde, une qui prend 2 secondes. Et mon scénario, ça va être de vous montrer que je peux mettre dans la boucle la coroutine qui est longue, qui va prendre 2 secondes, et ensuite lancer un scénario dans lequel je fais un run until complete de la première. Donc, je vais faire ça, je vais exécuter les deux tâches, je ne vais pas me concentrer seulement sur la petite tâche que j'ai mis dans run until complete, je fais fonctionner toutes les tâches qui sont dans la boucle, mais je vais m'arrêter dès que le sujet, donc la courte, va se terminer, donc au bout d'1 seconde. Et une fois que j'ai fait ça, je peux continuer à relancer ma boucle en faisant un run forever cette fois, et elle va exécuter ce qui reste comme sujet pour elle, c'est-à-dire en l'occurrence la longue. Elle va finir d'exécuter la longue. Elle va même le faire instantanément. Vous allez voir ici, il y a un délai de 0 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup parlé, et pendant ce temps-là, le temps auquel il aurait fallu faire la fin de la section longue est arrivé, donc on déclenche immédiatement. Et là, de nouveau, j'ai la petite étoile qui indique que mon interpréteur est occupé, parce que ma boucle, c'est une boucle sans fin, je ne lui ai pas arrêté, et donc je vais devoir l'interrompre moi, avec une interruption clavier. Donc pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au sujet de la boucle, on a vu qu'on avait deux façons de la déclencher, on va dire. On a run until complete qui prend exactement une, disons, coroutine qui va retourner sa valeur. Son usage, ça va être en particulier si vous avez un code qui est massivement synchrone et que vous voulez simplement à un moment donné, comme on l'a fait dans un des exemples, aller chercher un certain nombre de requêtes HTTP, attendre qu'elles soient toutes là et puis continuer dans un traitement de type synchrone. Dans un usage de ce genre, c'est tout à fait run until complete que vous allez avoir envie d'utiliser. Par contre, si vous avez une application qui est massivement asynchrone, vous allez vous mettre plutôt dans un mode où vous allez créer une boucle au démarrage, la mettre dans un mode de boucle sans fin et avoir la logique de votre application qui ajoute des tâches au fur et à mesure. Cette méthode, évidemment, ne retourne pas, sauf en cas de stop explicite, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour finir cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur la fonction qui s'appelle getEventLoop. Donc le modèle mental, je vous ai expliqué que Async.io c'était un modèle single thread, donc vous faites tourner une boucle dans un seul thread. Vous avez par contre la possibilité d'avoir plusieurs threads dans votre application et une boucle d'événements par thread, ça ne pose aucun problème. Le modèle mental, c'est que vous allez avoir en général une boucle par thread. Ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens d'avoir deux boucles, en tout cas pas au même moment. Donc, getEventLoop, c'est un espèce d'utilitaire qui est conçu pour que vous puissiez avoir facilement accès à la boucle courante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la boucle courante? En règle générale, c'est simplement la boucle qui correspond au thread dans lequel vous vous trouvez.
Et donc il y a cette notion, c'est une espèce de global, on va dire, sauf que ce n'est pas une variable globale, c'est une fonction pour accéder à cet objet. Et donc getEventLoop, sa fonctionnalité, c'est de pouvoir facilement accéder à la boucle courante pour faire des opérations du style, on en a vu un exemple à l'instant, dans ma coroutine C2, tout à l'heure, j'ai voulu arrêter la boucle, il a fallu que j'accède à l'objet boucle, et pour faire ça, je peux typiquement utiliser getEventLoop. En compagnon de cette fonction, vous avez les deux fonctions que j'ai utilisées jusqu'à maintenant sans vous les détailler. NewEventLoop, c'est une fonction qui crée une nouvelle boucle. En règle générale, on n'a pas besoin d'utiliser si on est dans une application avec un seul thread, parce que par commodité, dans le thread principal, cette fonction, la boucle est déjà créée, la boucle par défaut est déjà créée. Si vous voulez vous mettre dans un mode multithread, vous serez amené à utiliser NewEventLoop. Et cet event loop qui vous permet simplement de déclarer un objet comme étant le nouvel objet par défaut du thread. Donc pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a vu qu'avec ensureFuture, vous pouvez ajouter des choses à faire dans une boucle sans fin, dans une boucle d'événements, pardon. Vous avez deux méthodes pour décider sur quelle est exactement la portée de ce que vous voulez faire à votre boucle. Est-ce que c'est une seule chose et attendre que ce soit fini, ou bien la faire continuer jusqu'à ce que, par un autre moyen, on lui dise de s'arrêter. Nous avons vu qu'on avait des petites fonctions utilitaires pour se propager la boucle courante sans avoir besoin de explicitement la passer en argument à toutes les coroutines, parce que ça donne un code qui est totalement illisible. On peut, si on lit la documentation, avoir envie de faire ça. Donc je vous encourage à surtout essayer par tous les moyens de ne pas le faire. Ça n'est pas nécessaire. Et notamment, il est question dans la version 3.7 d'améliorer un tout petit peu un certain nombre de bugs qui pourraient exister. Mais de manière générale, je vous invite à ne pas propager vos objets boucles d'une coroutine à l'autre. Il faut utiliser ces mécanismes-là. Et on a vu en définitive un utilitaire qui vous permet d'arrêter la boucle quand vous voulez. Ça n'est pas d'un usage extrêmement fréquent, mais voilà, à titre anecdotique, vous savez que ça existe.